sur le territoire qu'à l'international et permet aux chercheurs d'emploi aussi de décrocher un emploi dans la province ou territoire de leur destination. Alors, avant que je puisse laisser la parole à Chantal Cadas, qui est la consultante certifiée en immigration qui va présenter le webinaire aujourd'hui, permettez-moi de faire une petite présentation succincte sur ce qu'est la plateforme, ses avantages, les atouts de la plateforme pour aider les recruteurs, les employeurs à trouver des candidats qualifiés et francophones dans le domaine de la petite enfance et de l'enseignement. Alors, je vais juste partager mon écran avec vous pour la petite présentation. Isma, je pense que tu dois me donner la main pour que je puisse partager. Je m'excuse, j'attends juste pour Isma qui me donne la main. Comme ça, je pourrais partager la présentation. Vas-y, Adèle. Ça ne marche pas de mon côté, Isma. OK, c'est parfait. Alors, la plateforme que Redé a développée, c'est un outil en fait qui est là de façon continue et permanente pour aider les employeurs et les chercheurs d'emploi des secteurs de la petite enfance et de l'enseignement. Alors, la plateforme, c'est carrière, petite enfance et enseignement, comme vous pouvez le voir par le logo qui s'affiche devant vous. Alors, le projet de plateforme, c'est une initiative du RD Canada, une initiative de recrutement et de rétention en petite enfance. Alors, ça concerne particulièrement les provinces et les territoires en dehors du Québec, donc dans les communautés francophones en situation minoritaire. Et ce projet permet de pallier à la rareté de la main-d'œuvre dans les secteurs de l'enseignement et de la petite enfance. Donc, c'est une solution unique qui nous permet de faire face à la complexité de recrutement en petite enfance et en enseignement. Alors, c'est quoi les objectifs de cette plateforme? C'est tout d'abord d'offrir aux chercheurs d'emploi francophones et bilingues qui sont formés en éducation et en petite enfance l'opportunité d'avoir accès à un éventail d'offres d'emploi auxquelles ils peuvent assister. Le deuxième objectif, c'est vraiment de permettre aux employeurs qui œuvrent dans le domaine de l'éducation et de la petite enfance et de leur donner une plus grande possibilité de recruter les talents aussi bien au niveau national qu'international afin de pouvoir combler les postes vacants au sein de leur organisation. Et le troisième objectif de la plateforme, c'est vraiment de faciliter le maillage entre les chercheurs d'emploi et les employeurs. Ça se veut une plateforme autonome là où le maillage va se faire de façon automatique. Alors, comment ça fonctionne la plateforme? Nous avons deux sites qui sont interdépendants. Le premier site, c'est le site promotionnel carrière-pee.com. Et ce site-là, c'est vraiment le site sur lequel vous avez la possibilité d'accéder pour les employeurs de s'inscrire pour pouvoir participer ou faire partie de la plateforme de maillage. Donc, les employeurs et les candidats s'inscrivent sur ce site promotionnel. Alors, une fois que vous êtes inscrit, il y a la présélection et la validation des candidats et des employeurs parce qu'on veut vraiment s'assurer que nous touchons les employeurs des communautés francophones et acadiennes en situation minoritaire et que nous puissions toucher aussi les candidats qui sont qualifiés
et qui sont francophones et qui travaillent dans le domaine de la petite enfance et de l'enseignement. Alors, nous avons aussi des ressources qui sont disponibles sur ce site promotionnel. Et les ressources, ça concerne, par exemple, le guide de... Est-ce que je pourrais demander à tout le monde de se mettre en sourdine, s'il vous plaît? Il y a un écho. Merci beaucoup. Donc, ce site présente aussi la disponibilité des ressources. Et ces ressources, il y a par exemple le guide d'intégration professionnelle pour les personnes qui sont formées à l'étranger et qui veulent travailler dans le domaine de la petite enfance et en enseignement. Et ça répertorie en fait les critères, les qualifications, les prérequis pour pouvoir travailler dans ces deux secteurs-là. Alors, le site promotionnel aussi offre la possibilité d'organiser des webinaires sur le site. Donc, un employeur peut organiser des webinaires sur ce site-là. REDE Canada aussi, comme nous le faisons maintenant. Et puis, vous avez la possibilité de faire directement des entrevues sur la plateforme une fois que vous avez sélectionné vos candidats. Alors, la plateforme de maillage, c'est vraiment la plateforme, c'est vraiment l'outil même de maillage entre les employeurs et les chercheurs d'emploi. Donc, sur cette plateforme de maillage, il y a l'affichage des offres d'emploi. Donc, un employeur qui est inscrit et qui a été validé peut aller sur cette plateforme, afficher les offres d'emploi. Ça permet d'avoir la visibilité de son entreprise aussi. Les candidats, quant à eux, ils peuvent postuler aux offres d'emploi qui sont disponibles dans le secteur de la petite enfance et de l'enseignement. Et ils ont accès à tous les postes qui sont affichés dans toutes les provinces et territoires, à l'exception du Québec. C'est quoi les avantages de la plateforme? Alors, c'est une plateforme qui est en continu, comme je l'avais mentionné au début. Elle est ouverte 24 heures sur 24 et elle est gratuite. Donc, il n'y a pas de frais d'inscription pour rejoindre la plateforme. Donc, elle offre la visibilité aux employeurs, des opportunités d'emploi disponibles dans les secteurs de l'enseignement et de la petite enfance. Elle donne aussi des informations sur les deux secteurs disponibles. Tout à l'heure, j'ai mentionné le guide d'intégration, mais il y a aussi des liens par rapport aux organismes qui sont responsables de la certification, par exemple, ou tout renseignement qui est disponible, comment faire pour immigrer au Canada et travailler dans ces deux secteurs. Alors, la plateforme offre aussi des informations sur le processus d'immigration et la reconnaissance des acquis, comme je viens de le mentionner, et la possibilité de faire des webinaires. Elle donne aussi accès à une base de données de la main-d'œuvre qualifiée disponible et prête à travailler. Alors, toutes les offres postées par les employeurs dans chaque province et territoire, à l'exception disponible, sont disponibles sur la plateforme. Et le recrutement est ouvert autant pour les candidats qualifiés qui résident au Canada et aussi aux candidats qui sont formés à l'étranger et qui ont l'autorisation de travailler au Canada. Alors, il y a des ressources qui sont disponibles, que j'ai mentionné certaines tout à l'heure, et nous avons aussi des ressources humaines qui sont disponibles pour venir en aide aux employeurs et aux chercheurs d'emploi dans leurs démarches respectives, c'est-à-dire les démarches de recrutement et aussi les démarches de recherche d'emploi. Alors, juste pour récapituler, nous avons deux sites qui sont interdépendants. Il y a le site web promotionnel carrière.pee.com et nous avons la plateforme de maillage en elle-même qui est emploi.carrière.pee.com. Mais cette plateforme de maillage, vous y accédez seulement une fois que vous vous êtes inscrit sur le site promotionnel et que vous avez été validé par nos ressources à l'interne. Alors, si vous avez des questions additionnelles sur cette plateforme, vous pouvez aller sur le site promotionnel carrière-pee.com sur l'onglet « Contact » et vous pouvez nous poser vos questions et le courriel va arriver directement dans notre
boîte courriel et nous pourrons répondre à vos questions. Alors, merci pour votre attention. Je voudrais donner la parole à Chantal Cadas qui va nous présenter le webinaire sur les processus d'immigration au Canada pour les personnes qui veulent travailler en petite enfance et en enseignement. C'est à toi, Chantal. Merci. Alors, bonjour, donc moi c'est Chantal, consultante en immigration réglementée, effectivement, au fédéral et au Québec. Mais là, on va parler que du hors Québec. Alors, est-ce que je peux partager mon écran? Alors, attendez. Adèle, arrête le partage. Voilà. En attendant, je pense qu'il n'est pas trop tard pour souhaiter une bonne année et puis un gros succès dans vos recrutements à l'international. Et puis, on va rentrer dans la vif du sujet. Est-ce que vous voyez mon écran ici? Est-ce que tout le monde voit mon écran? Allô? Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, parfait. C'est bon. OK, alors juste pour structurer un peu notre point d'aujourd'hui, je vais déjà commencer par parler de l'actualité, de ce qui se passe aujourd'hui. Et puis ensuite, on va s'arrêter sur un point immigration, puis un point documentation, où je vais vraiment, on va dire, souligner les choses qu'il faut regarder, les documents notamment qu'il faut prendre en compte. Puis ensuite, on va passer à une phase de questions-réponses. Alors, pour l'actualité, il faut savoir que le Canada mise vraiment sur ses immigrants pour pouvoir assurer la reprise économique. Ce qui se passe en petite enfance et en enseignement se passe aussi dans beaucoup d'autres secteurs. Aujourd'hui, la pénurie de main-d'œuvre est complètement actée. En termes de chiffres, en 2023, sur 2023, 2024, 2025, il y a à peu près 1 450 000 personnes qui sont prévues. Voilà, pour aider à reprendre l'économie, comme je disais. Ce sont des chiffres records. Donc, c'est peut-être vraiment le moment de miser sur le recrutement à l'international et puis les immigrants, tout simplement. Ici, on est hors Québec, comme je disais. Il y a vraiment une volonté d'amener les francophones vers le hors Québec, tout simplement. Juste pour bien spécifier, si vous avez des questions, telles que mon candidat, il n'a pas de diplôme, est-ce que je peux quand même le considérer? Quelles sont les certifications que je dois avoir et tout ça? Là, c'est vraiment de l'ordre du RH. Ce ne sera pas le point aujourd'hui. Je vous recommande vraiment, comme on l'a dit précédemment, de vous rapprocher déjà à Carrière PEE et d'aller sur leur site. Il y a 2 guides. Donc, un guide d'intégration professionnelle pour le personnel du secteur de la petite enfance, formé à l'extérieur du Canada, et la même chose pour l'enseignement. Alors, pour vous expliquer déjà comment ça se passe de façon générale, que vous ayez l'idée globale, comment on fait quand on veut recruter un travailleur à l'étranger. Je vais prendre un exemple. Donc, on va dire Bertrand. Bertrand, il a trouvé un emploi chez l'entreprise X. Et donc, il a décidé de venir immigrer au Canada et l'entreprise X est d'accord. Donc, j'ai mon candidat, j'ai mon offre d'emploi. Normalement, ça match. Est-ce que ça se passe comme ça? Non. Pourquoi? Parce que le Canada veut garder le contrôle sur les travailleurs qui arrivent ici. Donc, il faudra demander la permission au gouvernement. Comment on demande la permission au gouvernement? C'est via ce qu'on appelle une EIMT. Donc, ça s'appelle l'étude d'impact sur le marché du travail. À quoi ça sert une EIMT? C'est vraiment pour montrer qu'en fait, on n'a pas trouvé de Canadiens ni de résidents permanents canadiens capables de faire le travail. Donc, on va aller chercher le travailleur étranger. Et tout ça, là, cette permission-là, ben, ça coûte, ça prend du temps et ça peut se solder par un refus. Comme je disais, ils cherchent vraiment d'abord à placer les Canadiens et les résidents permanents. Une IMT, comment ça se passe un peu plus, si je vais un peu plus profondément dans le IMT?
Donc déjà, il y a une partie employeur. Donc là, l'employeur, il devra recruter, il devra faire des efforts de recrutement pour montrer justement qu'il ne trouve pas cette personne-là sur place. Donc ça voudra dire concrètement qu'il faudra faire une offre d'emploi et puis l'afficher sur les différentes plateformes du gouvernement. Il faut l'afficher au moins un mois. Voilà, dire à la fin de un mois, on a fait cette proposition d'emploi, on a vu des candidats, on a dépassé des CV, mais voilà, pour telle raison, nous n'acceptons pas les candidats. Donc, est-ce que vous voulez bien, s'il vous plaît, le gouvernement canadien, nous donner l'autorisation d'aller chercher le travailleur étranger? Ça, juste au niveau des frais du gouvernement, il faut compter 1 000 $ par poste. Ça, c'est, on va dire, vraiment juste pour le IMT. Et puis, ça dure à peu près 2-3 mois pour avoir une réponse. Sachant qu'il y a un mois, comme je dis, où il faut aller afficher le poste et montrer qu'on a fait ces efforts de recrutement. J'espère que je ne vais pas trop vite. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Puis, on y répondra après. Bien sûr, après cette phase IMT-là, une fois que le Canada a donné un accord, il faut aller chercher un permis de travail. Donc, la personne, en fonction de là où est-ce qu'elle est, elle aura un dossier à monter. Si je prends l'exemple, désolé, si je prends l'exemple de quelqu'un qui est au Maroc, il faut savoir que les délais de traitement en ce moment sont d'à peu près 17 semaines. Donc là, on rajoute 3 mois, 3-4 mois. Et on est encore en sortie de Covid, voire toujours en train de dealer avec la situation. C'est pour ça que les délais sont particulièrement longs. Donc, cet aspect de délai-là, c'est quelque chose à bien garder en tête. Nous ne sommes vraiment pas sur du recrutement national, nous sommes sur du recrutement international. Du coup, il y a beaucoup plus d'étapes à franchir. Et bien sûr, cette partie permis de travail-là, mais ça ne va pas dépendre que du contrat de travail. Il faudra voir la personne dans son ensemble. On y reviendra un peu plus tard. Maintenant, là où je voulais en venir et là où je fais le lien avec le fait qu'on soit une de francophone ici, c'est qu'il y a un programme qui s'appelle la mobilité francophone. Ce programme, peut-être que vous ne le connaissez pas, peut-être que vous le connaissez, peut-être que vous ne le connaissez pas. À mon avis, il n'est pas assez connu ni assez utilisé. Donc, c'est pour ça que je tiens vraiment à en parler aujourd'hui. Qu'est-ce que la mobilité francophone? Alors, la mobilité, donc on passe d'un point A à un point B. Et on est vraiment sur des gens qui sont francophones. Qu'est-ce que ça veut dire être francophone? C'est parler français, mais aussi prouver qu'on parle français. Donc, de façon, on va dire par expérience, si ce sont des Français qui viennent, on va dire, de la France ou de l'Europe en général, je vois qu'il n'y a pas trop de difficultés à prouver cet aspect francophone-là. Maintenant, si c'est d'autres pays francophones, il se pourrait que les agents d'immigration demandent un test reconnu par le Canada. J'ai nommé par exemple le TEF pour ceux qui connaissent ou le TCF, donc ce sont des tests, des examens de langue française reconnus par le Canada et il faut atteindre un niveau 7. Niveau 7 qui veut dire un niveau plutôt intermédiaire voire avancé. Il faut quand même un bon français. C'est quelque chose qu'il faut garder en tête pour être francophone au sein de la mobilité francophone. Si la personne a étudié en francophonie, ça aussi, ça peut être mis en avant. Donc, par exemple, il y a un diplôme, mais on a déjà vu plusieurs cas où, malgré le diplôme, le test aussi est demandé. Maintenant, comment ça marche la mobilité francophone? D'abord, on a dit qu'il faut être hors Québec. Ça ne marche pas au Québec. Donc là, on est tous hors Québec, on est bon. Ensuite, ce sont sur des postes de niveau 0, A ou B. Et aussi, il y a une autre interpellation, donc c'est CR 0, 1, 2, 3. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut simplement dire que c'est un niveau de poste de spécialiste ou de quelqu'un qui aura des responsabilités ou que quelqu'un qui a une maîtrise, une technicité particulière. Juste pour vous donner un exemple concret, donc je vais être, je ne sais pas, gestionnaire d'un département pour la petite enfance. Là, j'ai des responsabilités. Donc là, la mobilité francophone va se valider. Maintenant, je suis peut-être serveur dans la cantine d'un établissement scolaire. Là, le Canada ne va pas considérer cela comme un travail qualifié. Donc la personne ne sera pas éligible pour ce programme de mobilité francophone.
Le troisième gros point, c'est que l'employeur doit présenter son offre et donc payer des frais de conformité au gouvernement canadien. Donc, comment on présente l'offre? Il y a un portail qui s'appelle le portail de l'employeur. Il faut d'abord s'enregistrer, ce sera la première étape, et soumettre l'offre d'emploi via cette plateforme-là. Et ensuite, payer les frais de conformité. Aujourd'hui, les frais de conformité sont de 230 $. Vous voyez déjà tout de suite la différence entre les 1 000 $ dont je vous ai parlé précédemment pour un recrutement de travailleurs classique versus les 230 $ pour ce programme de mobilité francophone. Il va toujours choisir après de faire une démarche de permis de travail pour le candidat. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a toujours une démarche employeur et une démarche candidat. Un autre type de permis dont je voudrais aborder, alors celui-là aussi, il n'est pas forcément très connu. Et là, on parle de jeunes qui ont entre 18 et 35 ans. Donc, ça s'appelle le permis jeune professionnel si vous avez des candidats qui peuvent tomber dans ces critères-là. Ici, on est sur le programme Expérience internationale Canada. En fait, ce sont des accords bilatéraux que le Canada a fait avec un certain nombre de pays. Bien sûr, ce n'est pas tous les pays. Mais si je prends la France, par exemple, la France a un accord avec le Canada sur ce programme-là. Qu'est-ce qu'il faut pour être dans ce programme-là? Donc, il faut être âgé entre 18 et 35 ans, il faut souscrire une assurance maladie, puis il faut avoir l'offre d'emploi, le contrat d'emploi. Il faut que ça reste dans une démarche de perfectionnement professionnel. Ça veut dire que la personne a déjà une expérience dans le domaine ou un diplôme dans le domaine, c'est vraiment son secteur là, et elle vient pour se perfectionner en tant que professionnelle. Et cette personne-là doit venir toute seule. Donc, si elle a un enfant ou bien un conjoint, une personne avec elle, ces personnes-là, on va dire extra, ne seront pas dans ce programme. Ici, le permis jeune professionnel, c'est soumis à quota. Donc, il faut aussi regarder ça. Donc, deux choses à regarder, c'est vraiment le pays. Est-ce que mon pays a un accord bilatéral avec le Canada qui fait que j'aurai des facilités à entrer sur le territoire? Et puis, est-ce que je suis accompagnée? Est-ce que j'ai d'autres paramètres qu'il faut prendre en compte pour ma situation? Le point documentation. Alors ici, je vais aborder quelques documents auxquels il faut bien faire attention quand on fait du recrutement à l'international, parce que nous, on voit trop souvent des erreurs qui peuvent être évitées. D'abord, le passeport. Il faut savoir que d'un point de vue immigration, l'agent d'immigration ne va pas donner un permis de travail qui va excéder la validité du passeport. Donc, si vous recrutez aujourd'hui quelqu'un et puis que finalement, sur son passeport, il a peut-être 6 mois de validité, ben, vous savez déjà que ce sera un refus là. Ou alors, ce sera un accord, mais un accord juste pour la période qui couvre le passeport. Et ça pose problème parce qu'après, on a des gens qui reviennent, qui ont les contrats de travail, qui ont commencé leur démarche, mais il faut arrêter de travailler parce que le permis de travail a expiré, il n'y a plus de passeport, il faut aller à l'ambassade du pays d'origine. Enfin bref, vous imaginez tous les problèmes qui peut y arriver juste par rapport à ça. Ensuite, le CV. Il y a une différence entre un CV qu'on va donner à un recruteur pour qu'il puisse en tout cas, valoriser nos compétences et nous recruter. Et puis, un CV qu'on donne à l'immigration. L'immigration, ils veulent tout savoir sur la personne sur un minimum de 10 ans. Donc, même les périodes où la personne n'a pas travaillé, où elle était au chômage, elle était en voyage, elle était en formation, elle était au foyer, elle était mère, père, ils veulent tout savoir. Donc, ça, c'est des choses à demander à l'avance aux candidats. Est-ce que vous pouvez nous dire géographiquement où est-ce que vous étiez? Est-ce que vous avez des preuves de ce que vous faisiez? Il faut tout tracer. Donc, on a souvent à redemander des CV parce qu'il y a des trous dans les CV inexpliqués et ça peut aller droit au refus. Il faut aussi comprendre, et là, pourquoi je vous ai montré les chiffres du début, il faut comprendre que l'immigration a énormément de dossiers à gérer. Donc, qu'un permis de travail refusé, ça va vite. Il faut vraiment que les dossiers soient solides et bien montés pour qu'on puisse éviter de perdre des délais
et puis que les demandes passent au maximum. Et c'est notre challenge aujourd'hui en tant que consultant en immigration, professionnel en immigration, c'est qu'on se rend compte qu'il y a des petites erreurs qui peuvent coûter cher après à l'employeur. Et s'il savait ça depuis le début, ben c'est forcément des choses qui auraient pu être évitées. Ensuite, les diplômes. Les diplômes, il faut se mettre à la place de l'agent d'immigration. Il faut toujours se mettre à la place de l'agent en immigration et se dire, OK, j'ai un métier. Dans ce métier-là, il est classé. Donc, il y a ce qu'on appelle la classification nationale des professions au Canada. Chaque métier répond à un certain nombre d'exigences. Et c'est sur ça qu'ils vont se baser. Donc, si moi, mon exigence, c'est d'avoir un diplôme ou une expérience professionnelle de tant d'années pour être validée au point de vue canadien, il me faudra pouvoir présenter ces années-là. Donc, c'est vraiment pas, j'ai décidé de recruter cette personne-là, il y a toujours cet aspect, qu'est-ce que va penser l'agent d'immigration, qu'est-ce que va penser le gouvernement canadien, est-ce qu'il va me valider cette personne-là également. Prochain point, une expérience prouvable. Pourquoi je vous dis prouvable? Parce qu'on voit trop souvent des personnes, des CV qui sont très beaux. Quand on demande de prouver les expériences, eh bien, des fois, les personnes ils sont payées en espèces, dépendamment des pays. Il y a des pays où l'économie informelle est finalement le standard. Donc, du coup, sur le CV, il y a telle ou telle expérience, c'est bien, mais si après, au point de vue concret, au point de vue immigration, on ne peut pas aller le prouver, ça va forcément poser problème. Donc, les personnes qui sont payées en espèces ou alors qui sont payées par d'autres moyens de rémunération, qui n'ont pas de fiche de paie, qui n'ont pas de compte bancaire, qui ne peuvent pas donner de lettres de référence signées par leur superviseur de l'époque ou autre, vous voyez bien qu'à un moment, il y aura un problème. Donc, surtout, lorsque vous recrutez ou lorsque vous avez des candidats en face de vous, alors lorsqu'on vous demande tout simplement, c'est vraiment, est-ce que vous avez tous les éléments pour prouver votre expérience? Et je peux vous donner aussi le cas du Maroc. Donc, le Maroc, les gens du Maroc sont gérés par IRCC au Rabat. Donc, IRCC, c'est l'immigration, réfugiés et citoyenneté Canada, qui sont gérés par le bureau du Rabat. Aujourd'hui, il y a beaucoup de fraude. Donc, en plus des lettres d'emploi, ils demandent souvent les relevés CNSS, qui sont donc les relevés de cotisation sociale. C'est la déclaration de l'employeur. Est-ce que l'employé a vraiment été déclaré? C'est ce qu'ils veulent voir, donc les cotisations salariales qu'il y a eu par rapport à l'expérience du travailleur. Donc, ça va vraiment jusque-là. Ils peuvent aussi demander d'autres types de documentation, faire des appels directement aux employeurs précédents. Voilà, donc c'est vraiment un point dont il faut porter une attention particulière. Ensuite, les certificats de police. Et oui, parce que, comme je vous disais, il faut prendre la personne dans son ensemble. Le gouvernement canadien, il va demander, donc il faudra donner des casiers judiciaires. Donc, important à l'avance de demander à la personne, est-ce qu'au niveau judiciaire, aussi bien qu'au niveau médical d'ailleurs, il n'y a rien à signaler? Est-ce que vous pouvez présenter des certificats de police de tous les endroits où est-ce que vous avez passé au moins 6 mois depuis que vous aviez 18 ans? Est-ce que vous serez capable de présenter ces choses-là? Et je pense qu'on n'a même pas à trop développer sur le sujet. Vous savez combien c'est important l'aspect criminalité au Canada. Donc, il faut vraiment porter aussi une attention sur ça. Et pour vous dire, un crime qui peut être considéré comme crime ailleurs ne sera pas considéré comme crime au Canada et vice-versa. Puis, les attaches au pays. Alors là, c'est très important. En fait, il faut vraiment comprendre que dans une démarche d'immigration, on peut être sur une voie temporaire ou on peut être sur une voie permanente. Si on a un permis de travail, on est sur une voie temporaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a un début et qu'il y a une fin. L'agent en immigration, particulièrement pour les ressortissants de certains pays, on va dire des pays qui sont en difficulté, qui traversent des crises, ce qu'il va chercher à savoir, c'est est-ce que cette personne-là, à la fin de son permis de travail, donc à la fin de son autorisation de séjour sur le territoire temporaire, va rentrer chez elle. Et là, juste ça peut créer plusieurs refus. Parce que si moi, en tant qu'agent d'immigration, je ne suis pas convaincue que vous avez des attaches dans votre pays d'origine, je vais penser qu'en fait, vous voulez juste venir au Canada et vous y installer. Donc moi, je dis souvent aux gens,
il faut regarder l'intention derrière la soumission d'une demande. Si votre intention, c'est de fuir votre pays ou de devenir ad vitam aeternam et de rester, il faut faire attention au papier qu'on avance. Quand on fait une démarche de permis de travail, on montre qu'à la fin, on va retourner dans notre pays d'origine. Et même si ce n'est pas ça, d'abord, la première étape, ce sera de s'assurer que le permis de travail est bien couvert. C'est-à-dire qu'on va respecter les conditions premières, en tout cas, de notre séjour au Canada. Et je sais que ça peut poser une petite ambiguïté. Il y a des confusions autour de ça, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent ben, nous sommes au Canada, c'est pour y rester. Oui, mais sauf que si l'agent d'immigration vous pose la question à la frontière quand vous arrivez, que vous dites que en fait, vous venez avec toute votre vie et puis vous venez vous installer, il est en droit de vous refuser tout simplement. Donc, il faut faire attention à ce qu'on dit et à ce qu'on présente. Puis, la visite médicale. Alors ici, on est sur des domaines de petite enfance, sur des domaines d'enseignement, où on aura à être en contact avec des enfants. Donc, il faudra forcément passer une visite médicale. Cette visite médicale-là, il faut bien sûr que ce soit par un médecin désigné du Canada, qui se trouve dans des médecins désignés dans plusieurs pays. Donc, ça, il faut que le candidat, à l'avance, soit préparé à ça, pour qu'il prenne les rendez-vous nécessaires, à voir où se trouve le médecin de façon pratique, etc. etc. Donc, vous voyez bien là qu'il y a certains documents auxquels il faut vraiment penser, ne serait-ce que pour ne pas perdre de temps, et puis prévoir les éventuels manquements qu'il pourrait y avoir sur un dossier. Notamment les certificats de police. D'ailleurs, il y a des pays où ça prend beaucoup de temps d'avoir un extrait de casier judiciaire, d'avoir une fiche anthropométrique. Bon, au Maroc, par exemple, la fiche anthropométrique peut se donner en 48 heures, mais il y a d'autres endroits où on ne peut pas les trouver, ou alors où il y a une difficulté, où ça prend du temps de les trouver. Donc, c'est vraiment ça que je voulais, ce sur quoi je voulais me pencher avec vous aujourd'hui. Alors, la voie permanente, donc je dis, il y a une voie temporaire, il y a une voie permanente. Bien sûr, vous pouvez soutenir les personnes dans leur voie permanente en leur donnant une offre d'emploi, en leur donnant un contrat de travail. Ce qu'il faut bien sûr comprendre, c'est que ce ne sera pas que le contrat de travail qui sera pris en compte, le voyage qui sera pris en compte, les compétences linguistiques, toujours aller prouver qu'on sait parler français, le diplôme, il faudra aussi prouver via un organisme canadien qu'on a une équivalence canadienne. Quelle est l'équivalence de mon diplôme que j'ai dans mon pays d'origine en normes canadiennes. C'est ça, et puis l'expérience professionnelle. Donc ici encore, le Canada va prendre la personne dans sa globalité. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous donnez un contrat d'emploi ou une lettre d'emploi pour soutenir quelqu'un au niveau de sa démarche de résidence permanente, c'est sûr qu'après, la personne, elle est libre de faire ce qu'elle veut. C'est ça, c'est-à-dire qu'avec une mobilité francophone, ce qu'on a, c'est un permis de travail fermé. Donc, la personne, elle est liée à un employeur. Dès qu'on parle sur des démarches de résidence permanente, de parrainage et tout ça, après, la personne fait ce qu'elle veut. Donc, ça aussi, c'est à prendre en compte. Du coup, se faire accompagner, oui. Il faut vraiment faire attention. Comme je dis, en immigration, une erreur peut coûter très cher. Et si vous ne faites pas accompagner, même au niveau des RH que vous avez, donc de votre pôle recrutement, il faut former les personnes si elles ne sont pas au courant des tenants et aboutissants de recrutement international. Il faut les alerter sur certaines choses. Se faire accompagner, donc, avec la RDEE, ça va être tout ce qui est employabilité, recrutement, intégration. Et puis, vous pouvez bien sûr, pour la partie immigration, faire appel à des professionnels. Et j'ai envie de dire, ne serait-ce que, même si c'est pour une consultation, pour un candidat, moi, je dis tout le temps, écoutez, il n'y a pas de problème, vous pouvez vous engager dans des démarches, là, vous faites ce que vous voulez, vous n'avez pas forcément, c'est pas obligatoire, on va dire, de passer par la RDEE ou alors par des professionnels en immigration, mais forcément, dans des démarches comme ça, c'est intéressant d'avoir le maximum de support et puis éviter les délais de retard.
je vous mets ici mon numéro de téléphone. Alors, moi, je représente la société Connexol Immigration. Nous, on est spécialisé sur la francophonie. Moi, je suis migrante moi-même, donc c'est sûr que je comprends, on va dire, la démarche au-delà de l'immigration. Ça veut dire tout l'aspect humain et psychologique qui peut aller derrière. Donc, on essaie d'accompagner que ce soit les employeurs, que ce soit les candidats au mieux, pour qu'après, l'intégration soit facilitée au Canada. Comme je disais, donc voilà, numéro de téléphone, mon email info@connexolimmigration.com. N'hésitez pas si vous avez besoin de support de ce côté-là. Et puis alors, je vais vous dire merci. Et puis, on va passer tout de suite aux questions-réponses. J'espère que ça a été assez clair tout ce que j'ai dit là. J'essaie de faire simple. Et puis voilà, je vais regarder dans le chat. Je pense qu'il y a déjà des questions. Si vous voulez en même temps rajouter quelque chose, Isma, n'hésitez pas. J'ai une question au niveau des diplômes. C'est souvent une barrière parce que la plupart des personnes qui sont déjà dans le métier, que ce soit en France, n'importe où en Europe, ou dans d'autres pays où on parle français, les métiers sont rarement reconnus. Il faut souvent refaire au moins une année pour reprendre des cours. J'avais moi compris qu'il y avait eu une entente, entre autres avec le consulat de France, pour les infirmières, le personnel enseignant, pour justement simplifier cette démarche. Est-ce que j'ai pas réussi à savoir si ça avait été fait? Alors, c'est sur quel type de poste? Pour la petite enfance. Oui, la petite enfance. C'est ça, comme je disais au début, en tout ce qui est RH, certification, diplôme, moi, c'est sûr que je ne suis pas spécialiste dessus. Je ne sais pas si c'est dans le guide proposé par Carrière PEE. Il y a beaucoup d'ententes en ce moment, notamment avec la France. Maintenant, il faut faire juste attention que ce ne soit pas juste des accords France-Québec. Oui. Il faut vraiment faire attention à ça. Mais c'est sûr que… Et la demande pour la reconnaissance des diplômes, c'est toujours avec l'ordre des éducatrices ou c'est… Est-ce que vous savez ça? Non, moi, je peux parler au niveau de l'immigration. Donc, l'immigration, nous, on conseille WOS et puis ICAS. Ah oui, WS. Mais c'est sûr qu'après, nous, on fait entrer la personne sur le territoire. Après, au niveau des ordres et tout ça respectif, au niveau de la petite enfance, c'est sûr qu'il faut que l'employeur soit en conformité. Donc, ça, c'est vraiment au niveau RH. La question est au niveau RH. Est-ce que je pourrais juste apporter un complément d'information? C'est que le guide d'intégration professionnelle qui est disponible sur le site Carrière PEE ou sur le site jedémarremagarderie.ca du REDE Canada, il y a toute l'information dans ce guide-là par rapport à quel organe qu'il faut contacter pour commencer le processus de reconnaissance des acquis. Et c'est par province et territoire. Donc, chaque province a ses exigences. Donc, il faut vraiment aller consulter ce guide-là pour pouvoir avoir la réponse. Merci. Je vois des questions dans le chat. Je vais peut-être les prendre ici. Est-ce qu'il faut prouver son attache à son pays d'origine pour le IMT et la mobilité francophone aussi? Les attaches, ce sera vraiment en phase de permis de travail. Le IMT, c'est une autorisation que l'employeur demande au gouvernement. Donc ça, non, il n'y aura pas besoin. Par contre, une mobilité francophone aussi pour la part de l'employeur. Par contre, c'est vraiment la partie fédérale, permis de travail, je veux rentrer sur le territoire canadien. C'est là où l'agent d'immigration va se poser des questions sur les attaches dans le pays d'origine. Et puis, le pays d'origine tout court et la personne tout court. Y a-t-il des programmes propres à chaque province et territoire? Oui, bien sûr. Comme je dis, surtout les programmes pour la voie de résidence permanente. Mais forcément, quand on parraine quelqu'un, quand on supporte quelqu'un quand on apporte le soutien à quelqu'un pour une voie permanente, c'est aussi le risque que la personne aille où est-ce qu'elle veut, là, une fois arrivée sur le territoire. Il faut bien prendre en compte. Est-ce que la plateforme de maillage va vérifier la reconnaissance des diplômes des candidats selon chaque province? Je vais peut-être laisser la RD répondre.
En fait, la plateforme n'intervient pas dans le processus de reconnaissance des acquis. La plateforme est là juste pour aider les employeurs à trouver des candidats qualifiés dans le domaine de la petite enfance et de l'enseignement. Donc, en regardant le guide que j'ai mentionné tout à l'heure, vous pouvez voir par où il faut commencer le processus de reconnaissance des acquis, mais REDE Canada n'est pas impliqué. Nous avons juste regroupé les informations et les ressources au même endroit pour pouvoir faciliter la tâche aux candidats et aux employeurs. OK, merci. Alors, est-ce qu'on peut avoir les liens pour faire les demandes d'IMT mobilité francophone? Alors, il y a plusieurs liens. C'est qui? C'est Carole. Je peux peut-être t'inviter à m'envoyer un email, si tu peux. C'est ça, il y a plusieurs liens. Et puis, il faut vraiment regarder, c'est un petit peu au cas par cas aussi avec les candidats. Ce qui est possible de faire ou non en fonction du pays d'origine, s'il y a des accords ou pas, et tout ça et tout ça. Alors, ce type de recrutement concerne-t-il seulement le personnel enseignant? Y a-t-il une possibilité de recruter un personnel administratif qui évolue dans le secteur de l'éducation ou l'enseignement? Oui, bien sûr. Bien sûr, il y a la possibilité de recruter un personnel administratif. Je pense aussi côté plateforme de maillage. C'est possible d'avoir du recrutement sur des personnels administratifs qui évoluent dans le secteur. La plateforme de maillage, pour l'instant, concerne particulièrement les éducateurs, éducatrices, les assistants, éducateurs, éducatrices et les enseignants dans le domaine, dans le secteur primaire et secondaire. Donc, en ce qui concerne les postes administratifs, pour l'instant, on n'en est pas encore là. OK. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions ou des remarques en particulier? Moi, ce que j'aurais aimé savoir, c'est ce que… Ah, oui. Oui, je m'excuse, j'ai raté le début de la rencontre. Qu'est-ce qu'on appelle la plateforme de mariage? Il y a un lien pour aller là ou c'est… j'ai manqué une partie du début de la présentation et je voulais avoir un petit peu plus d'éclaircissement en ce qui concerne la plateforme de maillage. Qu'est-ce que c'est? En fait, la plateforme de maillage, c'est un outil que le REDE Canada a mis en place pour aider les employeurs et les chercheurs d'emploi dans le secteur de la petite enfance et de l'enseignement primaire et secondaire. Donc, elle permet de faire le maillage entre les employeurs et les recruteurs, et les chercheurs d'emploi. Et le maillage, le recrutement se fait aussi bien au niveau national qu'au niveau international. Et est-ce qu'il y a un lien pour accéder à cette plateforme? Alors, on a deux sites qui sont interdépendants. Il y a le site carrière-pee.com qui est le site qu'on appelle le site promotionnel. Donc, c'est un site sur lequel vous pouvez aller vous inscrire en tant qu'employeur ou en tant que chercheur d'emploi. Et il y a beaucoup de ressources qui sont disponibles là-dessus, entre autres le guide que j'avais mentionné tout à l'heure. Et puis, on a le site de la plateforme de maillage en tant que tel, qui est emploi, juste pour ne pas dire de bêtises. Est-ce que vous pouvez le mettre dans le chat? Oui, c'est déjà dans le chat. Ah. Donc, c'est emploi.carrière-.com. OK, merci. Donc, ce site-là, on y accède une fois qu'on s'est inscrit sur la plateforme, sur le site promotionnel et qu'on a été validé comme un employeur canadien en dehors du Québec, parce que si vous êtes au Québec, on ne pourra pas vous accepter sur la plateforme. Donc, une fois que vous êtes validé, on vous donne accès à la plateforme et c'est à ce moment-là que vous pouvez, comme employeur, mettre vos offres d'emploi. Vous pouvez faire la promotion de votre organisme, vous pouvez même organiser des webinaires, vous pouvez même organiser directement des rencontres avec les chercheurs d'emploi une fois que vous trouvez les personnes qui correspondent à vos besoins. Vous pouvez organiser
des entrevues directement sur la plateforme aussi. OK, merci. Je vous en prie. Alors, il me semble qu'il y a d'autres questions. Est-ce que le service immigration vérifie si le candidat a été déclaré et est-ce qu'une attestation de travail suffit pour justifier l'expérience? Comme je dis, de façon par expérience, et je ne vais pas vous cacher que de toute façon, il y a une discrimination au niveau de l'immigration. Donc, c'est sûr que certains pays, il y aura des documents qui vont passer plus que d'autres. Attestation de travail, donc, des fois, ça peut suffire, ou des fois pas. Et ensuite, vérifie si le candidat a été déclaré. Ben, c'est ça, en fait. En général, ben, il y a des relevés de cotisation, des relevés de déclaration, des relevés de salaire et tout ça. Bien. Bien sûr que les documents soient authentiques. Des fois, on demande de faire certifier conforme les documents. Voilà, pour essayer de rassurer le plus possible. Le tout dans les démarches d'immigration, c'est juste de rassurer l'agent d'immigration. Donc, tout ce qu'on fait, ça va aller vers ça. Comme ça, derrière, on a un peu plus de chances d'avoir une approbation. Ensuite, est-ce qu'une personne qui n'a pas de diplôme dans ce domaine, mais qui a de l'expérience, est concernée? Alors, oui, pas de diplôme, elle a de l'expérience, donc bien sûr, là, c'est plus le recrutement de décider. En ce qui concerne la plateforme de maillage, nous acceptons les candidats qui ont l'expérience et ou la formation. Maintenant, ça dépendra de chaque province et territoire, c'est quoi les exigences pour pouvoir exercer dans ces deux secteurs-là. Donc, voilà. Donc, l'information aussi est disponible dans le guide. Alors, une agence de placement spécialisée dans la petite enfance peut-elle avoir le INT, bien que nouvellement incorporé? Alors, nouvellement incorporé, peut-être pas. En général, on conseille d'avoir une entreprise qui est là depuis 2-3 ans. Pourquoi? Parce qu'il faut montrer la solidité de l'entreprise. Et puis, il faut montrer au gouvernement que l'entreprise sera capable de payer cette personne-là, donc payer les salaires de ses employés, plus du travailleur étranger. Et bien sûr, au niveau du salaire, il faut que ce soit un salaire équivalent à une personne qui travaillerait, le Canadien, un résident permanent, qui travaillerait au Canada. Donc, il y a vraiment plein de petites choses à regarder. Ce n'est pas la peine aujourd'hui que je rentre dans ce débat, mais en tout cas, cette voie-là. Mais c'est possible, mais moi, je conseille 2-3 ans minimum d'existence avant de faire une démarche de INT. Parce que sinon, après, il faudrait une attestation de comptable, il faudrait une lettre d'avocat, de notaire pour prouver que l'entreprise sera en capacité d'assumer son travailleur étranger. Je dois recommencer en première année de baccalauréat au Canada. Avez-vous des solutions? Est-il possible de faire ma licence avec l'organisme WES? Alors, vous devez recommencer votre baccalauréat. Ben oui, je veux dire, la licence, ça va dépendre de l'école, ça va dépendre de WES aussi. C'est sûr qu'en général, il y a une bonne reconnaissance, mais il faut voir en fonction de l'école. Voilà, je ne sais pas non plus dans quel pays vous êtes, Suzu, Marilyn, ou bien sûr, dans quel pays vous avez fait votre licence. Mais en fait, excusez-moi, c'est moi. En fait, il y a un premier message qui n'a pas été lu. C'est parce que j'ai envoyé ma question en 2 messages. D'accord. Suite à une reprise d'études dans les domaines d'enseignement où j'ai obtenu une licence en France, j'ai souhaité reprendre une formation d'enseignement pour être enseignante, mais refus. Car mon premier cursus n'est pas reconnu. OK. Alors, votre premier cursus n'est pas reconnu par qui? Est-ce que c'est par WES? Par les universités auxquelles je postule pour la formation d'enseignante. OK. Oui, mais ça encore, ce sera plus une question pour les spécialistes en enseignement. Moi, je peux vous parler au niveau immigration. Votre licence peut être reconnue, surtout si vous l'avez fait en université, voilà, en école privée, mais qui a une dimension nationale et internationale. En général, on reconnaît bien les diplômes licence en France.
Donc, à ce niveau-là, au niveau immigration, normalement, il n'y a pas de problème. Chantal, D'accord, merci beaucoup. Chantal, moi j'ai deux questions. La première question, c'est pour revenir un petit peu sur les programmes régionaux en immigration. Tu as mentionné tout à l'heure qu'il y a des programmes qui existent, mais où est-ce qu'on peut trouver cette information-là en fait? Alors, le mieux, c'est ou le site du gouvernement Canada ou le site des provinces directement. Donc, notamment le Nouveau-Brunswick, où il y a pas mal de documentation sur ce qu'ils font pour attirer les francophones. Comme je dis, les programmes de probation, encore une fois, concernent souvent des voies permanentes. Alors, voie permanente veut dire aussi que si vous aidez la personne, une fois qu'elle a sa résidence permanente, elle fait ce qu'elle veut. D'accord. Ma deuxième question, c'est pour le processus d'immigration. Beaucoup de personnes sont intéressées à immigrer au Canada parce qu'ils ont l'expérience ou la formation dans des domaines bien spécifiques, entre autres la petite enfance et l'enseignement. Mais elles hésitent souvent, elles ont comme une espèce de réticence parce que il y a la famille, tout ça. Mais dans le processus d'immigration, comment ça se passe en fait pour une personne qui applique pour venir travailler au Canada? Mais comment ça se passe le processus d'immigration pour la famille, pour le regroupement familial en fait? Oui, alors c'est une très bonne question. C'est sûr que, comme je disais précédemment, il faut voir la personne dans son ensemble et l'aspect accompagnateur est très important. Dépendamment du type de travail et donc ce à quoi elle peut avoir droit, elle pourra venir, la personne pourra directement venir avec son conjoint et ses enfants. Et des fois, elle ne pourra pas. Et ça dépend aussi du pays. Comme je dis, il y a la tâche du pays qu'il faut souligner. Donc, si par exemple le travailleur vient seul, il peut dire, voilà, j'ai ma femme et mes enfants qui m'attendent dans mon pays d'origine. Ça peut être valide. Maintenant, si je suis dans un pays où, je ne sais pas, il y a une crise, puis que j'ai trouvé un travail, que je viens avec toute ma famille, là, l'agent d'immigration peut refuser, par exemple, parce qu'il va dire, mais en fait, non, vous ne venez pas pour votre permis de travail, vous venez vous installer. Donc, c'est subtil des fois. Moi, ce que je conseille souvent, c'est peut-être, si possible, de venir, que le travailleur étranger vienne d'abord, qu'il intègre le poste, qu'il intègre l'entreprise, qu'il voit comment il se sent, que l'entreprise aussi le valide. Une fois qu'il a passé sa période de probation, à ce moment-là, faire les démarches pour sa famille, le conjoint et les personnes autour. Aussi pour la mobilité francophone, vu que ce sont des métiers dits qualifiés, il faut savoir que le conjoint peut être éligible à un permis de travail ouvert. Le permis de travail, c'est jamais un dû, ce n'est jamais automatique. Il faut savoir ça. Les agents ont quand même un pouvoir de décision. Mais c'est ça, avec ce type de permis de travail-là, il y a la mobilité francophone, mais le conjoint peut être éligible pour un permis de travail ouvert. Mais est-ce que ça s'applique aussi pour ceux qui ont le permis de travail pour un contrat limité en temps? Oui, alors si c'est plus de 6 mois, ça va. Okay. Oui. Puis là, il y aura aussi les politiques là, qui passent le 30 janvier où les travailleurs, les conjoints des travailleurs, quels qu'ils soient, pourront aussi avoir droit à un permis de travail. Okay. Ça, c'est entre parenthèses au message. Chantal, moi aussi, j'ai une question. Sur la plateforme, nous acceptons les candidats qui sont en procédure d'immigration, donc des candidats qui sont dans le bassin d'entrée express. Donc, si un employeur veut recruter une de ces personnes, c'est quoi la procédure? Est-ce que c'est rapide? Combien de temps ça prend? Et voilà, oui. Et en soi, donc la personne a déjà commencé une démarche de résidence permanente, c'est bien ça, avec entrée express. Là, elle reçoit une offre d'emploi. Donc, c'est deux choses. Donc, où l'employeur va accepter de soutenir cette démarche de résidence permanente-là. Et donc là, ça va venir améliorer encore plus le profil de la personne dans son bassin. Donc, elle peut avoir, par exemple, 50 points de plus, ou elle peut avoir une désignation de la province en fonction. Et ça, forcément, elle aura plus de points dans le bassin d'entrée-express. Donc, on est sur des travailleurs qualifiés, par exemple. Elle aura plus de points et pourra être piochée plus facilement. Donc, elle va recevoir une invitation à la résidence permanente plus facilement.
Aussi, ça n'empêche pas non plus de passer par un permis de travail. Si l'employeur lui dit, écoutez, moi, je peux simplement faire un permis de travail, ça n'empêche pas d'avoir finalement une voie temporaire et une voie permanente d'enclencher. C'est plus sûr pour l'employeur de garder la personne, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui. Moi, je pense que si j'étais un employeur, j'aurais fait très attention avant de parrainer un candidat. Parce que même s'ils font une offre d'emploi, donc dans la procédure d'immigration, c'était avec une offre d'emploi, il n'y a pas d'engagement. Il n'y a pas d'engagement comme ça. Oui, alors il y a un engagement, mais j'ai envie de dire, il y a un engagement sur le moment. Une fois que vous êtes résident permanent au Canada, vous êtes résident permanent canadien. Donc, c'est la résidence permanente, c'est vraiment le stade avant la citoyenneté. Donc, vous avez quand même beaucoup de portes qui s'ouvrent. Et comme j'ai montré au début, vous voyez les chiffres. Là, on est sur plus de 1 400 000 personnes. Ça veut vraiment dire qu'il y a un besoin, il y a une pénurie de main-d'œuvre partout. Donc maintenant, c'est sûr que les travailleurs, il faut les avoir, il faut aussi les retenir, sinon ils s'en vont ailleurs. Donc il y a ça aussi à garder en tête. Merci. Moi, j'ai une dernière question, Chantal. Je suis employeur, enfin, je donne juste un exemple. Je suis employeur en petite enfance et en enseignement. Et je me suis inscrite sur la plateforme de maillage et je pense avoir trouvé un candidat idéal pour mon organisme. En tant qu'employeur, c'est quoi la toute première démarche que je dois faire? Parce que par moment, on est submergé d'informations et on ne sait même pas vraiment c'est quoi les étapes dans le processus, dans tout le processus. C'est quoi la première chose que je dois faire une fois que j'ai trouvé mon candidat en fait à l'international? Oui. La première chose, j'aurais dit, c'est vraiment de vous rapprocher. Si vous ne voulez pas perdre du temps, c'est vraiment de vous rapprocher d'un professionnel en immigration. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi un quota. Il faut voir déjà votre société, elle existe depuis combien de temps? Est-ce que vos états financiers, ils ont un résultat positif qui fait que vous êtes en capacité de prendre cette personne-là? Est-ce qu'il y a quelque chose à signaler au niveau de la boîte, au niveau des états financiers, au niveau du personnel en particulier? Est-ce qu'il y a une crise? Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce que le salaire que vous proposez correspond au salaire de cette profession-là? Est-ce que vous avez bien vu le type de tâche que la personne va faire, donc qui correspond à une CNP, donc une classification nationale des professions en particulier? Parce que ça aussi, des fois, si on n'a pas le bon code de profession, ça peut aussi poser problème. On peut avoir des refus comme ça parce que la personne, l'agent a dit que le CV de la personne ne correspond pas aux tâches particulière qu'il faudra faire ou à l'expérience qu'il faudra faire sur le code de profession annoncé. Et des fois, ça peut se jouer à peu de choses. Moi, je vous dis, on voit de tout. Donc, il faut vraiment que tout soit bien ficelé. Voilà, il y a plusieurs choses à regarder. Donc, j'aurais dit, c'est tout de suite de se mettre en relation avec un professionnel de l'immigration pour avoir un diagnostic de la situation. Pareil, il y a des quotas. Donc, on ne peut pas, en général, c'est 20%, ça dépend des postes. On ne peut pas avoir que des travailleurs étrangers non plus dans notre entreprise parce qu'il faut penser à la main-d'œuvre canadienne. Il y a toujours une balance à trouver comme ça entre Canadiens et non-Canadiens étrangers, etc. OK. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions dans le chat? Déclarer que les attestations de travail ne sont pas reconnues, alors nous devons justifier notre expérience sur quel document. Je n'ai pas dit que les attestations de travail ne sont pas reconnues. J'ai dit qu'elles peuvent ne pas être suffisantes. Donc, si on a une attestation, parce qu'en fait, même moi, je peux faire une attestation de travail à n'importe qui. Voyez. Encore une fois, il faut se mettre à la place de l'agent d'immigration. Vous êtes en train de demander un permis de travail pour 2 ans, 3 ans sur le territoire, voire même un renouvellement après le permis de travail, voire même une résidence permanente. Donc, c'est sûr que moi, j'ai envie de dire le plus difficile, finalement, c'est la partie permis de travail. Donc, l'attestation de travail, oui, ça peut passer. Ils font aussi leur vérification. Ils ont aussi leur système de vérification en interne. Mais voilà, en plus des attestations, ils peuvent demander des cotisations sociales, des déclarations, des ça, pour pouvoir vraiment prouver et attester de la véracité de l'information. J'espère que ça répond à la question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Une autre question. Donc, si moi, je suis employeur et j'ai en face de moi 2 profils de personnes qui correspondent à l'offre que j'ai affichée, mais une personne
a déjà entamé les procédures d'immigration et une autre personne qui n'a rien fait. Est-ce que ça change quelque chose? C'est quoi qu'est-ce que je peux gagner comme temps ou en choisissant l'un ou l'autre? C'est pas vraiment, il n'y aura pas vraiment de problème parce que si la personne a commencé une démarche d'immigration par elle-même, donc sans employeur, elle est passée par une voie d'immigration en particulier. Maintenant, moi, en tant qu'employeur, j'ai ma part à faire. Quel que soit, que ce soit IMT, mobilité francophone, programmes provinciaux, quel que soit, j'aurai toujours ma part à faire, ça ne va pas changer ça. Il faudra que je soumette l'emploi ou que je fasse une étude d'impact sur le marché du travail. Vous voyez? Donc, ça ne change pas vraiment. Là où ça peut faciliter, c'est juste parce que la personne est déjà préparée mentalement et qu'elle a déjà tout de près, ses documents, c'est ci, c'est ça. Mais sinon, ça ne change pas énormément. Pour l'employeur, ça ne change rien. Non. Merci. Alors, il est maintenant 14h05. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait s'exprimer? Est-ce que vous avez peut-être des retours? Est-ce que vous avez déjà eu passer par le recrutement international? Est-ce que les personnes sont arrivées? Est-ce que vous êtes dans ce processus-là en ce moment? Alors, il y a Carole Bédard qui lève la main. Si je peux prendre la parole, est-ce que vous m'entendez? Oui. OK. En fait, j'essaie de voir vraiment les avantages et les inconvénients par rapport à tous les permis. Donc, d'un côté, il y a les permis temporaires que tu as nommés, la mobilité francophone, etc. Et d'un autre côté, il y a les gens qui sont déjà en processus pour une résidence permanente. Et j'essaie de voir l'avantage et les inconvénients en tant qu'employeur. Ce que je comprends, les gens qui sont en résidence permanente ont déjà commencé à faire leur processus eux-mêmes. L'avantage, c'est que c'est des gens qui viennent s'installer pour du long terme. Donc, ils viennent pour assez longtemps. Mais l'inconvénient, c'est qu'ils peuvent partir pour un autre employeur parce qu'ils ne sont pas rattachés, enfin, ils ne sont pas spécifiquement rattachés à un permis avec moi en tant qu'employeur. C'est un peu ça l'avantage-inconvénient. C'est exactement ça. Voilà. C'est exactement ça. Et en fait, la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui veulent venir au Canada. Donc, ils ne veulent pas l'expérience chez XY, ils veulent venir au Canada. Oui, mais après, c'est un risque que l'employeur doit prendre de voir est-ce qu'il va réussir à garder cette personne-là ou pas. Donc, en tant qu'employeur, si je choisis quelqu'un qui a déjà commencé son propre processus de résidence permanente, il est déjà dans le bassin, etc. Donc, potentiellement, si je lui fais une lettre d'emploi, ça l'aide pour son processus, mais je n'ai pas forcément de démarche, moi, à faire au niveau des migrations, si je prends quelqu'un qui est en processus. Par contre, si je veux me garantir que cette personne va rester pour moi, je peux aller vers des permis temporaires. Donc, l'inconvénient, c'est que c'est une période donnée. Cette personne va repartir dans son pays d'après. Mais l'avantage, c'est que c'est sûr qu'il va être embauché que pour moi. Il ne peut pas aller travailler ailleurs. Est-ce que c'est bien ça? Oui, alors la personne, elle peut rester aussi demander un renouvellement de permis de travail. C'est sûr que le permis de travail est fermé. Donc, elle doit rester avec l'employeur qui a marqué sur son permis de travail. Aussi, c'est sûr qu'au niveau de la résidence permanente, ça prouve un peu plus la motivation. C'est vrai que quand ils sont déjà en procédure, vous savez déjà qu'ils ont fait le choix du Canada, ils veulent s'installer sur le long terme. Donc, c'est sûr que ça aussi, c'est important. Parce qu'il y a quand même aussi des candidats qui font cette démarche pour le long terme et qui sont motivés pour ce type d'emploi aussi. C'est là où le screening des résumés et la motivation et le recrutement rentrent en compte aussi. Et donc, pour les délais, sur le coup, est-ce que vous pouvez redire les délais pour les 3 permis, à peu près combien de temps ça prend? Oui, c'est une très bonne question. Alors, les délais. Donc, déjà, pour une IMT, il faut savoir qu'il y a 1 mois d'affichage minimum à faire. On doit d'abord prouver qu'on n'a pas trouvé Canadien ni résident permanent, comme je l'ai dit. Donc, déjà, là, on a 1 mois à prendre en compte. Ensuite, on doit déposer la demande, rassembler tout ce qu'il faut. On dépose la demande et là, il faut compter à peu près 1 mois et demi, 2 mois, voire plus. Comme je dis, voilà, on va faire large, on va dire 2-3 mois. Ensuite, il faut aller chercher un permis de travail. Il faut que le candidat aille chercher un permis de travail derrière. Donc là, ce n'est plus du côté employé, mais c'est du côté candidat. Et en fonction du pays, c'est vraiment en fonction du pays, on aura un délai approximatif. On ne peut jamais donner des choses très précises. Donc, Maroc, ça va être 17 semaines, Algérie, Tunisie, 17 semaines, Cameroun, Congo, un peu plus.
En France, un peu moins, vous voyez, mais c'est ça. Maintenant, avec la mobilité francophone et l'avantage de la mobilité francophone, c'est que là, ben, tout le processus va se faire en à peu près 3-4 mois. C'est-à-dire que je n'ai pas approuvé de toute façon que je n'ai pas les 1 mois, donc je n'ai pas approuvé que c'est parce que je trouve des personnes. Je dois juste prouver que cette personne-là parle français. Comme je dis, c'est où elle est francophone, donc certains pays d'Europe, ça va, mais sinon, c'est montré par un test qu'elle parle français. Et ensuite, ben, l'employeur, il fait sa partie, donc il soumet l'offre au gouvernement. Puis, il y a la partie permis de travail. Et la partie permis de travail, en général, ça va. Donc, c'est 3-4 mois. Si je dis 17 semaines, par exemple, c'est 3-4 mois. Donc, ce sera juste finalement cette partie-là qui va prendre du temps. Moi, j'ai une question, Chantal. Pour les programmes qui concernent les contrats que l'employeur fait avec le chercheur d'emploi qui vient de l'international, est-ce qu'il y a un temps maximum de contrat que l'employeur peut signer avec Oui, le... alors, en général, on conseille 2-3 ans max. 2-3 ans 2-3 maximum. ans. Et d'ailleurs, souvent, si c'est 3 ans, ils me demandent de justifier la durée de l'emploi. Et j'ai même eu des cas où on me demande le calendrier de projet pour savoir sur l'année qu'est-ce que la personne va faire exactement, donc trimestre par trimestre. Donc, ça veut dire que si je signe un contrat de 2 ans, la personne ne peut pas aller travailler ailleurs que chez moi. Alors, oui, si on ne m'a pas aidé pour ma résidence permanente. Parce que si on m'a aidé pour ma résidence permanente, mon statut prévaut sur mon contrat de travail, forcément. Ah, OK. Par contre, si je suis sur une mobilité francophone et j'ai un contrat de 2 ans, eh bien oui, là, pendant 2 ans, je ne dois pas aller autre part. Si je vais autre part, c'est-à-dire que je recommence la démarche avec un autre employeur et que j'aurai un nouveau permis de travail. OK, donc tu peux recommencer le processus avec bien un sûr, autre... oui, bien sûr, on peut toujours... Non, ce que je veux dire, c'est que tu peux recommencer le processus avec un autre employeur une fois que tu es au Canada, c'est permis, ça? Oui, même une fois même sans être au Canada. Oh, OK, d'accord. OK, merci. Est-ce que le test de connaissance de français est suffisant ou bien il faut passer à un autre test? Lequel? En général, non, le test de français, c'est suffisant. Il faut juste que ce soit un test de français reconnu par le Canada. Bien, il faut. Alors, quel est le recours pour un candidat, quel est le recours pour un candidat qui vient avec un permis de travail fermé et par la suite, les rapports avec l'employeur se dégradent? Alors, quel est le recours du candidat donc? Alors, au niveau du candidat, il peut le signaler au gouvernement. Et donc là, en fonction de... En général, il ne signale pas tellement, mais c'est sûr qu'il peut quand même aller chercher un permis de travail ouvert et puis montrer que voilà, ça se passe mal pour telle ou telle raison. Mais il faut vraiment que ce soit des raisons légitimes et valables. Puis surtout, ça met quand même l'employeur dans une position un peu délicate. Et puis ensuite, il pourra toujours aller chercher un autre emploi. S'il perd son emploi, donc s'il est licencié, il garde son statut de travailleur. Donc, par exemple, je suis recrutée pour 2 ans. On me donne un permis de travail pour 2 ans. Au bout de 6 mois, on me vire. J'ai toujours mon permis de travail disponible pour 1 an et demi. Et je suis attachée à l'employeur qui m'a licenciée. Je ne peux pas aller vers un autre employeur. Maintenant, ça ne veut pas dire que je ne peux pas rester sur le territoire et entamer une autre recherche d'emploi, tenter de trouver un autre employeur ou alors passer par une autre voie, la voie des études, la voie de parrainage, quel que soit là, mais voilà, il faut bien avoir ça en tête. Mais dans ce cas-ci, est-ce que la personne, disons, si elle est licenciée au bout de 6 mois, est-ce qu'elle doit recommencer tout le processus du début? Oui. Okay. Ben oui, parce qu'en fait, elle avait un permis de travail fermé, attaché à un employeur. Donc, comment je fais pour retirer l'employeur de mon permis de travail qui vaut le fait que je sois là, en fait? Vous voyez? C'est parce que j'ai un permis de travail et que j'ai une résidence temporaire que je suis au Canada. Il ne faut pas oublier le statut et quelles sont mes attaches justement au Canada aussi.
Mais si un employeur, si un employeur laisse partir un candidat pour des raisons multiples et qui ne s'entendent pas, est-ce que ça ne va pas entérimer l'image de l'employeur auprès de l'immigration s'il veut aller par le même processus pour qu'on lui donne l'autorisation de faire venir une autre personne? Oui, c'est sûr. Il faut quand même que ce soit grave. Ben là, c'est marqué. De toute façon, il y a le site, sur le site pour les EIMT, il y a des employeurs qui ne peuvent pas, en fait, avoir accès à l'EIMT pour cause d'abus, pour cause de ci, de ça. Okay. Il faut quand même que ce soit quelque chose de majeur. Et c'est sûr que, étant donné que la bouche à oreille, ça va vite, après, c'est toujours quelqu'un qui peut dire à un autre candidat, ne va pas là, ne va pas là. C'est sûr que ça dégrade un peu. Il vaut mieux que les choses... C'est possible qu'il y ait une enquête de la part d'Immigration Canada. L'enquête est toujours possible. D'ailleurs, pourquoi on monte les EIMT convenablement? C'est parce qu'il peut y avoir des inspections de la part de Emploi social et Développement Canada qui chapeautent un peu cette démarche-là. OK. D'accord. L'employeur reste en conformité, pas qu'il y ait non plus de changement. Donc, je ne peux pas changer le salaire de mon employé s'il ne l'avait pas indiqué déjà au début. Sauf si c'est l'inflation, 2%, ça se comprend. Mais je ne peux pas faire de changement majeur. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas, c'est le moment. On a encore un petit 15 minutes ensemble. Oui, Imen, si tu as une question, tu devrais ouvrir ton micro. Ou bien tu peux mettre ta question dans le chat. Je pense qu'elle va rentrer sa question dans le chat. OK. Oui. Je pense qu'elle est en train d'écrire. S'il y a quelqu'un d'autre qui a une question, quand même. Moi, j'avais une question concernant les permis de travail avec mobilité francophone. On a embauché un enseignant pour la rentrée scolaire avec mobilité francophone, puis le permis est seulement bon pour 1 an. Le candidat a une question à savoir quand est-ce qu'il pourrait renouveler son permis de travail avec mobilité francophone. Je me demandais voir c'était quoi les étapes là, en tant que telles là, pour pouvoir là, comme renouveler pour une autre année. Y a-t-il des délais ou des limites là, par rapport là, au nombre de mois, soit avant de soumettre une nouvelle demande pour renouveler le permis de travail? Oui, moi j'aurais dit 3-4 mois avant l'expiration. Il pourrait commencer s'il le souhaite. Maintenant, il y a quelque chose aussi, il faut savoir que si le permis de travail, on va dire, mais il s'arrête, il va s'expirer, on va dire, le 12 janvier, ben, j'ai jusqu'au 11 janvier pour lancer la demande et puis avoir ce qu'on appelle un statut implicite. Donc, le statut implicite, ça veut dire que je reste avec les conditions de mon premier permis de travail jusqu'à ce que j'ai une décision sur le renouvellement de permis de travail. Okay. Et donc, ça me permet de rester sur le territoire. Bien sûr, il ne faut pas que je parte. OK. Puis, en tant qu'employeur, nous, est-ce qu'on doit faire quelque chose de notre côté ou c'est vraiment… C'est la même chose comme si c'était une mobilité francophone, une nouvelle demande de mobilité francophone. Ça veut dire la conformité au niveau employeur. Il faut repayer $230 et puis resoumettre l'offre au gouvernement. OK, donc c'est à recommencer pour pouvoir renouveler son permis de travail. OK, parfait. Merci. Donc si je comprends bien, mobilité francophone, c'est quoi? Est-ce qu'il y a un nombre d'années maximum qu'on donne ou c'est 1 année, pas plus, et puis il faut renouveler? Comment ça fonctionne? Non, c'est en fonction du contrat. Donc, c'est sûr que c'est en fonction de l'argent aussi. Mais en général, voilà, moi, je conseille 2-3 ans maximum. Il ne faut pas noter plus. Je ne vois pas de permis de 4 ans, 5 ans. Non.
OK, parce que nous, quand on a fait la demande au mois de juin, pour cette année, on avait seulement l'option de 1 année, pour 1 an seulement. Oui, ben non, mais c'est ça, comme je dis, ça peut être aussi selon les agents, mais en général, 2-3 ans, ça peut passer aussi. Pas plus, mais ouais. Il faut vraiment bien justifier aussi la durée de l'emploi. Chantal, il y a une question dans le chat. Oui, alors Imen, est-ce qu'une personne qui est au Canada comme touriste peut entamer une procédure de permis de travail si elle est payée à un employeur? Alors oui, elle peut entamer sa demande de permis de travail. Oui. Elle peut entamer n'importe où, en fait, si l'employeur est d'accord pour faire les démarches de son côté. OK, parce que moi, en fait, la croyance était que les démarches devaient se faire à partir de son pays d'origine. Non, pas spécialement. OK. C'est sûr que pour la démarche, pour le permis de travail, ils vont demander des documents du permis d'origine. Ils vont considérer le pays d'origine, mais vous pouvez être à Dubaï et faire vos démarches. Tout se passe sur Internet. Alors, bonjour. Est-ce qu'il est possible pour un candidat qui vient au Canada avec une résidence temporaire de passer à une résidence permanente? Si oui, comment? Alors, je suis en résidence temporaire, donc ça dépend en résidence temporaire, mais c'est sûr que si j'ai un permis de travail, disons que j'ai une expérience de 2 ans sur le territoire, plus de 12 mois. Ensuite, je veux une résidence permanente. Donc, il y a une voie en résidence permanente, en immigration permanente, qu'on appelle la voie de la Canadian Experience, donc l'expérience canadienne, où là, je vais aller prouver que j'ai une expérience de plus de 12 mois sur le territoire. Et comme ça, j'aurai des points et je pourrai être éligible à ce programme-là et je pourrais être pioché pour ensuite demander une résidence permanente. Donc, c'était tout à fait possible de passer de résidence temporaire à résidence permanente. D'ailleurs, c'est la voie classique. Il y a beaucoup de gens qui d'abord viennent en résidence temporaire, une base temporaire limitée, puis ensuite passent à la résidence permanente et puis ensuite passent à la citoyenneté. Chantal, il y a une autre question de Jane. Jane, mobilité francophone. Est-ce qu'une personne peut modifier ses heures de travail inscrites sur le permis de travail après son arrivée, réduire ses heures par exemple, ou doit faire une nouvelle demande? Alors, ça, si on passe pas du tout au tout, là, j'aurais dit ça va. Maintenant, c'est sûr qu'il faut respecter quand même les conditions, il faut respecter au maximum les conditions de travail. Ça veut dire ce que vous avez dit que vous allez faire il y a les horaires de travail qui sont indiqués. Maintenant, vous pouvez dire aussi que ce sera variable. Oui, c'est ça. Mais c'est moi qui ai posé la question, bonjour. Donc, qu'une personne pourrait réduire, parce que moi, la question que j'ai, c'est pour venir au Canada, tu es supposé d'avoir un certain salaire. Donc, si l'employé réduit son salaire, est-ce que ça a un impact? Parce que si moi, je me fais vérifier, par exemple, et que par immigration, puis qu'ils disent, ben, tu avais donné un contrat de 40 heures, puis maintenant, travaille 30 heures. Est-ce que ça peut avoir un effet? Oui, ça peut avoir un effet, effectivement. Qu'est-ce que je devrais faire à ce moment-là si un employé voudrait réduire ses heures? Est-ce qu'il faut qu'il fasse faudrait que je refasse une autre offre d'emploi avec les nouvelles heures? Oui, à la limite, oui, ce serait ça. Ce serait faire une autre offre d'emploi. Ouais. OK. Merci beaucoup. Ça peut poser aussi problème pour la résidence permanente après, parce que c'est sûr qu'ils demandent, si c'est 1 an d'expérience, il y a une expérience à temps plein. OK, parfait. Merci. En fait, il faut vraiment se mettre à la place. Il ne faut plus être recruteur. Il faut être recruteur, mais il faut aussi, comme j'arrête pas de le répéter, se mettre à la place de l'agent d'immigration et se demander est-ce que moi, je vais faire entrer cette personne-là. Et si oui, quelles sont les raisons? Et si c'est validé, est-ce que je suis sûre qu'elle va pouvoir retourner après? C'est vraiment ça le point dans une démarche temporaire. Rebonjour. Oui. J'ai une autre question par rapport. On a parlé des gens qui peuvent prouver leur expérience par des fiches de paie et des attestations de travail.
Mais sur la plateforme, on peut avoir ou bien l'expérience ou bien le diplôme. Donc, est-ce qu'une personne qui est nouvellement diplômée dans le domaine de la petite enfance peut peut profiter d'un de ces programmes qu'on est en train de Alors, ça discuter? dépend du travail. Donc là, on est sur quel type de poste, par exemple? Je parle je parle de la plateforme de la petite enfance et enseignement. Donc, un enseignant, par exemple, bien formé dans le domaine de la petite enfance, mais sans expérience. Est-ce qu'il peut quand même profiter de l'un de ces programmes et être recruté par l'un des employeurs? En fait, Imen, on est en train de parler de deux choses. Avoir l'expérience ou la formation ou les deux sur la plateforme, c'est un critère pour aider les employeurs à avoir des candidats qualifiés. Mais si on vient de nouvellement avoir son diplôme en petite enfance ou en enseignement, on doit obligatoirement passer par les processus d'immigration. Donc, ça rejoint tout ce que Chantal a expliqué là, jusque-là. Non, mais parce que les programmes, pour qu'un agent approuve un dossier, le candidat doit justifier son expérience pour la mobilité francophone. C'est ça, Chantal? Donc, s'il n'a pas d'expérience, est-ce qu'il peut profiter de ce... En général, comme je disais, c'est plus en fonction de la classification nationale des professions. Donc, si, par exemple, pour tel poste, c'est exigé d'avoir un diplôme et pas forcément de l'expérience, ça passe. Si il faut ou un diplôme ou 5 années d'expérience, ça passe aussi. Vous voyez, ça dépend du type de poste. Ça dépend du CMP, donc, si j'ai bien compris, ça dépend. Oui, c'est ça, oui, bien sûr. Ah, OK. Merci beaucoup. Oui, c'est ça, il y a des gens qui n'ont pas de diplôme, mais qui ont 15 ans d'expérience, par exemple, ça vaut bien quelque chose. Donc, ça peut passer, comme ça peut pas passer, mais voilà, c'est un peu au cas par cas. Alors, on a encore un petit 5 minutes si vous avez d'autres questions. Non, il n'y a pas d'autres questions, ou alors des remarques, tout simplement. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut partager son expérience avec un recrutement international. Il y a une main levée, Cathy. Oui, merci Chantal. J'aimerais seulement confirmer, revenir sur une question qui a été posée. On a fait la demande d'un renouvellement de permis de travail il n'y a pas longtemps puis qui arrive à expiration bientôt. Donc, je voulais juste être sûre, si la demande a été faite, la personne a le droit de continuer à travailler tant qu'elle n'a pas reçu le permis. C'est ça, la personne est donc en statut implicite. En quoi? En statut implicite. Donc, implicite, okay. Pourquoi? Parce qu'elle attend la réponse. Elle a déposé sa demande avant l'expiration de son permis, et donc elle attend la demande. Mais comme je dis, il ne faut pas qu'elle quitte le territoire et puis qu'elle essaie de revenir avec son permis et son statut implicite. OK, donc, entre-temps, elle n'a pas le droit de quitter le territoire après c'est pas qu'elle n'a pas le droit, c'est sûr qu'elle a le droit, mais elle va perdre son statut. Donc, pour conserver son statut implicite, il vaut mieux qu'elle reste sur place jusqu'à ce qu'elle ait la décision. D'accord, merci. Est-ce que du côté de la RDEE, là, on a presque terminé, est-ce que vous voulez peut-être ajouter quelque chose? En fait, s'il y a plus de questions, de toutes les façons, Chantal a donné ses contacts si vous avez besoin de plus d'informations. Redé, on est disponible aussi si vous avez des questions sur la plateforme et le processus de recrutement en utilisant la plateforme de maillage. Moi, je voulais juste remercier tout le monde d'avoir pris un peu de temps pour participer au webinaire. Merci à Chantal pour toute l'information, c'était vraiment très pertinent. Il y a des programmes que moi je connaissais, mais
en superficiel, en fait, ça m'a permis de comprendre un peu plus comment ça fonctionne, ces programmes-là. Donc, n'hésitez surtout pas, si vous avez besoin de plus d'informations, de soit contacter Chantal pour ce qui concerne l'immigration et sur la plateforme, de nous contacter au RIDE Canada. Je voulais juste ajouter aussi pour tous les employeurs qui s'inscrivent sur la plateforme, vous avez aussi des ressources humaines qui sont disponibles. On a des coordinatrices de projets dans quatre différents pôles, donc à l'ouest pour la Colombie-Britannique et les prairies. On en a pour l'Atlantique, on en a dans les territoires et puis on a une ressource en Ontario pour vous aider aussi avec vos démarches de recrutement. Donc, n'hésitez pas aussi à nous contacter pour ça, on vous mettra en contact avec eux. Donc, merci beaucoup à tout le monde. Je ne sais pas si Chantal, tu veux ajouter quelque chose? Oui, bien sûr. Alors déjà, j'allais remettre mes coordonnées dans le chat, mais il se trouve qu'aujourd'hui, ma touche entrée ne fonctionne pas. Je ne cherche pas pourquoi. Alors, donc, du coup, mon contact email, si vous souhaitez m'envoyer un email, donc c'est info à commercial ou arrobase Connexol, donc CONNEXALL, connexolimmigration.com. Et puis, donc, numéro de téléphone 647 856 6696. Encore 647 856 6696. J'essaie de répondre, mais sinon, n'hésitez pas à me laisser un message. Je vous rappellerai par la suite. Merci, Imen. Oui, la touche entrée ne fonctionne pas. Mais est-ce que Chantal, est-ce que dans ton c'est info à info. Si vous pouvez le dire juste, oui, petit à petit, je peux l'écrire pour vous. C'est pas voilà. Oui, alors c'est info à commercial Connexol, donc CONNEXALL immigration.com. Info à commercial connexolimmigration.com. Ok. Merci. Et merci à tout le monde et bonne fin d'après-midi. Merci. Merci.